Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euroquestion, la série court de l'Institut Jacques Delors. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Corinne Balex, membre de notre groupe Migration et spécialiste des questions d'asile de l'Union européenne. Alors que l'Italie a décrété l'état d'urgence sur son territoire face à l'afflux d'arrivées sur ses côtes, l'Union européenne peine à réformer son pacte sur les migrations et l'asile depuis plusieurs années. Cet ensemble législatif présenté en septembre 2020 par la Commission européenne ambitionne de réformer la politique européenne d'asile. En novembre 2022, un plan de 20 points avait été annoncé par la Commission. Or, depuis, les négociations entre le Conseil et le Parlement européen tirent en longueur. Peut-on dès lors s'attendre à une position commune des ministres de l'Intérieur de l'UE avant l'été? Est-ce que une adoption de la réforme avant les élections européennes du printemps 2024 est crédible et suffisante alors que l'Union européenne doit répondre à des prochains défis migratoires importants, comme notamment la guerre en Ukraine et le réchauffement climatique? Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Sans plus attendre, Madame Balex, je vous cède la parole. Oui, bonjour à tous. Je vous remercie donc de me donner la parole pour vous présenter un petit peu l'état des lieux des négociations sur le pacton qui se trouve un petit peu, qui avance théoriquement vers un aboutissement avant la fin de la législature. Donc on est dans un contexte où d'un côté, vous avez pu voir que l'Italie, il y a quelques jours, a déclaré un état d'urgence migratoire. Après avoir reçu sur ses côtes 30 000, un peu plus de 30 000 migrants irréguliers. On peut s'interroger pour savoir si c'est vraiment un état de crise dans la mesure où en 2017, à la même période, l'Italie avait reçu 100 000 entrées irrégulières. Peut-être que cette prise de position intervient aussi à un moment où les négociations avancent, puisque vous avez vu que le Parlement européen, la semaine dernière, a adopté 5 mandats de négociation qui contribuent donc à faire avancer le pacte asile-migration. Alors, ce pacte asile-migration, il est en fait, il repose sur deux enjeux principaux qui sont un petit peu en opposition les uns avec les autres. Il y a un enjeu de solidarité en matière d'asile, et bien sûr que l'Italie et les pays de première entrée sont très demandeurs dans ce domaine-là. Et de l'autre côté, les autres États qui sont plus en retrait, donc, sont très attentifs à la responsabilité dans le contrôle des frontières, extérieures bien sûr, mais aussi intérieures, on va le voir. Et sous peine, sinon, de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures et pour une durée qui pourrait se prolonger. Donc, pour essayer de vous présenter l'évolution de la négociation du pacte asile-migration, je vais d'abord essayer d'en présenter les fragilités structurelles dans une première partie, puis j'essaierai de montrer comment la crise de 2015 et les réponses qui ont été apportées en urgence avec un succès qui était quand même très variable ont finalement influencé dans une troisième partie le pacte asile-migration tel qu'il se dessine actuellement. Donc, les fragilités structurelles de cette politique migratoire et d'asile européenne, j'en vois trois principales. La première, c'est que, en fait, l'espace Schengen, il n'a pas été mis en place pour gérer les migrations et l'asile. Il a été mis en place au service du bon fonctionnement du marché intérieur européen, c'est-à-dire la libre circulation. On était dans les années 80, au milieu des années 80, dans la période où se négociait l'acte unique européen, dans une période néolibérale où on s'aperçoit qu'il y a des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et qu'un des obstacles, c'est les points de contrôle frontaliers à l'intérieur du marché commun. Et donc, après des grèves de transporteurs routiers, enfin bon, il y a des négociations, d'abord franco-allemandes, puis élargies aux pays du Benelux qui avaient déjà un accord de libre circulation entre eux. Et on aboutit à la Convention de Schengen en 1985 qui a pour objectif de favoriser, donc permettre la libre circulation des personnes au sein de cet espace commun. Mais en contrepartie, on a bien sûr besoin d'un renforcement du contrôle aux frontières extérieures.
Je vous donne un exemple qui est emblématique, mais qui n'est pas significatif, et j'insiste sur ce point, qui n'est pas significatif en termes statistiques. En décembre 2016, on a eu un demandeur d'asile tunisien qui a commis un attentat sur le marché de Berlin. Eh bien, ce demandeur d'asile a pu circuler et franchir 11 frontières intérieures de l'espace Schengen avant d'être arrêté. Donc, on voit bien le lien entre libre circulation des personnes à l'intérieur et renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Ensuite, il y a 3 types de personnes qui se présentent à une frontière extérieure. Il y a les gens bona fide qui ont des documents en règle, qui ont suffisamment d'argent, qui ont une assurance, eux vont pouvoir entrer. Il y a ceux qui ne remplissent pas les critères que je viens d'énoncer et qui peut-être en plus présentent des risques pour la sécurité intérieure et l'ordre public. Eux, on va les empêcher de rentrer. Et puis, enfin, il y a une 3e catégorie qui sont les demandeurs d'asile. Et les demandeurs d'asile, au terme de l'article 33 de la Convention de Genève, ils doivent avoir le droit de séjourner dans l'État dans lequel ils ont déposé une demande d'asile, au moins pendant la durée d'examen de leur demande. Et donc, se pose alors la question, ça permet de comprendre et d'expliquer le principe de responsabilité de l'État de première entrée, qui est fondé sur l'idée qu'il serait préférable de pouvoir examiner les demandes d'asile aux frontières extérieures pour éviter ce qu'on appelle les mouvements secondaires à l'intérieur de l'espace Schengen. Donc ça, c'est la première difficulté, un espace Schengen qui n'est pas fait véritablement pour gérer les questions d'asile. Deuxième fragilité, les frontières sont un domaine et la migration sont un domaine dans lequel les États sont très attachés à leur souveraineté. Et on le voit bien, aux frontières extérieures, les États n'adorent pas qu'une agence européenne, que ce soit Frontex ou l'Agence européenne de l'asile, vienne surveiller la manière dont ils gèrent les demandes d'asile ou leur contrôle aux frontières. Donc, en fait, on a dans le droit européen beaucoup de clauses d'ordre public, de sécurité intérieure qui permettent aux États de faire une espèce de joker, de dire non, non, là, je reprends la main. On a également énormément de clauses d'opt-in et d'opt-out dans les textes, en particulier en matière d'asile, ce qui fait que le niveau d'harmonisation entre les textes est relativement modeste. Et ça également, c'est un facteur de mobilité et de mouvements secondaires. Je vous donne un exemple. En 2022, la Bulgarie a accordé des titres d'asile quasiment à 100% des personnes qui le demandaient. Évidemment, les demandeurs d'asile ne restent souvent pas en Bulgarie. Malte n'a quasiment pas donné de titres d'asile, de protection internationale. La moyenne européenne était de 35% à peu près, la France était 25%. Donc on voit qu'il y a des grandes disparités, y compris dans la mise en œuvre des textes, et ça c'est un facteur de mouvement secondaire. 3e fragilité structurelle de la politique migratoire et d'asile, c'est qu'en fait la solidarité n'est pas évidente. On a au moins 4 groupes d'États. Parmi les 27, on a bien sûr les États de première entrée qui, de par leur géographie, connaissent beaucoup d'arrivées de migrants de demande d'asile. On a les pays de destination, l'Allemagne principalement, dans une moindre mesure la France. Le 3e groupe, ça serait les pays de Visegrad plus, c'est-à-dire des pays qui sont très attachés au contrôle des frontières extérieures, à leur souveraineté, qui sont un peu réticents, pour ne pas dire plus, à l'égard de l'accueil des demandeurs d'asile. Et puis, il y a un autre groupe qui peut contenir l'Irlande, peut-être le Portugal, qui de facto sont beaucoup moins concernés par les questions migratoires et d'asile et qui peuvent être tentés de regarder ailleurs. Or, pour qu'une politique commune européenne fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une convergence d'intérêts assez large. Et ça, c'est une difficulté au niveau européen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2015 ? En 2015, on a une crise migratoire. J'en donne 2 chiffres pour l'éclairer. 1 million environ d'entrées irrégulières, dont 885 000 via la Méditerranée orientale en Grèce.
la Grèce, souvenons-nous, un pays de 10 millions d'habitants qui en 2015 est en faillite, prêt à quitter la zone euro, sous contrôle du FMI. Enfin, on ne peut pas, et là on voit aussi une grande difficulté de cette politique migratoire et d'asile, c'est qu'on ne peut pas, en situation de crise, on ne peut pas demander à un État de supporter une telle charge. Et donc, les réponses qui ont été données ont été, je me concentre sur 4 d'entre elles. D'abord, des réinstallations. Alors, les réinstallations, ça consiste en ce que le HCR identifie dans des pays tiers des personnes à qui il donnerait un statut de réfugié et il cherche pour ces personnes un lieu d'accueil dans lequel, plus confortable, dans lequel ces personnes pourront se reconstruire. On voit les chiffres que je vous indique là, que bien sûr les objectifs étaient modestes, 22 000 sur 1 million, ce n'est pas grand-chose, mais ils ont été dépassés, donc ça a quand même été considéré comme un succès. En revanche, les relocalisations, on a eu 2 décisions de relocalisation pour 160 000 personnes. Ça concerne la répartition des demandeurs d'asile entre les États membres. Et là, les résultats ont été piètres, on voit les chiffres que je vous indique, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un certain nombre d'États, notamment les pays du groupe de Visegrad, qui ont contesté en particulier la 2e décision et qui l'ont très mal appliquée, qui ont été d'ailleurs sanctionnés pour ça par la Cour de justice de l'Union européenne. Les demandeurs d'asile eux-mêmes n'ont pas vraiment joué le jeu. Quand on leur proposait d'être relocalisés en Estonie, Lettonie ou autre, souvent ils avaient tendance à disparaître. Et puis enfin, le champ d'application de la décision de relocalisation a été limité aux personnes considérées comme en besoin manifeste de protection, c'est-à-dire des personnes dont on est presque sûr à 75% que, de par leur nationalité, elles auront des chances d'obtenir l'asile. C'était notamment les Syriens, Érythréens, Irakiens. Alors pourquoi ce champ limité qui ne permet pas de soulager véritablement les pays de première entrée à qui en plus on demande de faire des examens de sécurité après les attentats terroristes de 2015 ? La raison, c'est que relocaliser des personnes, ça coûte cher, c'est très lourd. Donc, voilà. Et quand on sait qu'il y en a un peu plus de la moitié qui n'auront pas qui ne pourront pas être éligibles à une protection internationale et qu'il faudra ensuite trouver les moyens de les éloigner du territoire européen, on comprend que le système de la relocalisation est un système qui paraît compliqué, lourd et coûteux et peut-être pas très efficace. La 3e mesure d'urgence qui était très importante, qui a été adoptée en 2015, c'était le triplement des moyens de Frontex en Méditerranée. Alors, ce triplement des moyens de Frontex a permis bien sûr de sauver beaucoup de vies humaines, 600 000 depuis 2015. Et là encore, j'insiste en le disant, les sauvetages en mer, ce n'est pas une cause profonde de migration irrégulière. Il y en a bien d'autres, que ce soit les écarts de développement, les conflits, la mauvaise gouvernance, le changement climatique. Il y a beaucoup de causes de migration irrégulière. Mais néanmoins, on ne peut pas empêcher que la présence de bateaux de sauvetage en Méditerranée soit connue à la fois des migrants et des passeurs. Et ce qu'on a pu observer malheureusement au cours de l'année 2015, et si vous voulez, je vous donnerai les chiffres parce que ce serait trop long de les donner maintenant, mais malheureusement, on a pu observer une explosion, enfin, à la fois des flux migratoires au cours de l'année 2015 et également des décès en Méditerranée. Et ça conduit les États membres à une dernière mesure qui a été la négociation avec les pays d'origine et de transit. Et en février 2016, fermeture de la route des Balkans occidentaux à l'initiative de l'Autriche, et mars 2016, adoption de la déclaration conjointe UE-Turquie, qu'on peut critiquer parce qu'elle est fondée sur l'hypothèse contestable que la Turquie est un pays tiers sûr, mais qui, en termes d'entrée irrégulière et de décès en Méditerranée orientale,
a eu incontestablement des bénéfices. Et là, je vous donne les 2 chiffres. Donc, cette expérience de 2015 a eu un impact très important sur l'évolution, sur tous les chantiers structurels de réforme de l'asile et de la migration dans l'Union européenne. Et le pacte asile-migration en porte les traces. Donc, je vais voir simplement 3 volets de ce pacte, et très rapidement évidemment, et je pourrais revenir dans des questions sur les détails. Un volet solidarité. Le volet solidarité, globalement, on doit noter qu'il n'y aura pas véritablement de remise en cause du principe de responsabilité de l'État de première entrée, pour la bonne raison qu'on ne va pas trouver de majorité qualifiée parmi les États membres dans ce sens-là. La solidarité, elle restera obligatoire, mais elle va probablement être flexible dans ses modalités d'expression. Donc, il y a tout un débat entre les États membres, et il y aura un débat, et il y en a aussi un débat au Parlement européen, et ça sera encore un sujet difficile dans les négociations qui vont venir, sur l'équilibre sur la recherche des modalités d'expression de la solidarité. Enfin, les propositions législatives prévoient 2 innovations, un règlement de filtrage et la généralisation de l'asile à la frontière, de mesures d'asile à la frontière, avec comme objectif de faire un premier tri aux frontières extérieures et même à l'extérieur des frontières extérieures de l'Union, ce qui pose des questions en termes de respect des droits fondamentaux. Mais en tout cas, donc l'objectif, c'est d'empêcher que les demandes d'asile, d'avoir à traiter beaucoup de demandes d'asile réparties dans l'Union européenne et continuer à les traiter aux frontières extérieures de l'Union. Ce qui, bien sûr, ne va pas beaucoup satisfaire les pays de première entrée. Le volet responsabilité, lui, a vocation aussi à être renforcé. Il y a eu déjà 2 règlements de révision du règlement Frontex qui ont été adoptés et qui transforment Frontex en corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Les règlements sur les systèmes d'information ont été révisés, il y a de nouveaux systèmes d'information qui ont été mis en place, et surtout au cœur de la responsabilité, on négocie en ce moment à la fois au Conseil et au Parlement une révision du Code frontière Schengen qui créerait un nouveau motif de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures en cas de mouvement secondaire des migrants. Jusque-là, c'était problème aux frontières extérieures ou problème de sécurité intérieure et d'ordre public. Là, il y aurait un nouveau motif qui, bien sûr, ne va pas beaucoup plaire aux pays de première entrée. Et en plus, la durée des contrôles aux frontières extérieures pourrait être prolongée. Alors là aussi, ça va être en négociation, mais dans la proposition législative de la Commission, autant que nécessaire. Bon. 3e volet du pacte asile-migration qui se veut global, compréhensif en termes franglais, ça serait, et qui est beaucoup plus consensuel, mais qui ne sera pas plus facile à mettre en œuvre, c'est le renforcement très important de la dimension extérieure de la politique européenne, avec quelque chose de nouveau et qu'on peut saluer, qui est l'adoption en bonne voie d'un cadre commun de réinstallation qui, lui, est déjà en procédure de trilogue et qui viserait à ouvrir des voies légales et sûres pour les demandeurs d'asile. Et ça, c'est une innovation qui est issue du succès de l'expérience de réinstallation après la crise de 2015. Et par ailleurs, 2 principes s'appliqueraient aux pays d'origine et de transit des migrants. Un principe de more for more, c'est-à-dire que plus ces États seront coopératifs en matière de contrôle des frontières, en matière de réadmission, et plus il recevra de soutien de l'Union européenne pour accueillir, renforcer leur système d'asile, renforcer leur système de contrôle aux frontières extérieures,
Mais si jamais, en revanche, ils ne sont pas coopératifs, alors le principe less for less s'appliquerait à eux et des leviers seraient appliqués contre eux, des leviers qui pourraient être une mobilisation de l'aide au développement, de la politique commerciale, également bien sûr de la politique des visas. Voilà, donc la dernière slide vous montre que les textes en trilogue, ce sont les textes Eurodac, accueil, qualification et réinstallation. Le Conseil a adopté des approches générales sur filtrage. Il y a eu un accord partiel hors procédure d'asile à la frontière sur le règlement procédure. Également sur le code frontière Schengen, ça c'était en juin dernier, et d'ici le mois de juin qui vient, on a l'espoir d'adopter donc 3 nouveaux textes, d'adopter une approche générale pour 3 nouveaux textes. Et enfin, le Parlement européen a adopté la semaine dernière donc un mandat de négociation pour les textes filtrage, règlement de crise sur lequel je pourrais revenir, régime d'asile, régime de gestion de la migration et de l'asile. ECRIS TNC, c'est un système d'information sur les personnes qui ont été condamnées. Et enfin, un texte sur les résidents de longue durée. Et on espère que le Parlement pourra adopter d'ici le mois de mai une approche commune, un mandat de négociation pour le code frontière Schengen. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Balex. Donc, comme vous venez de le dire, le chemin est encore long pour la réforme du pacte migratoire. On a reçu plusieurs questions, peut-être une première sur la migration légale. Donc, dans un contexte d'Europe vieillissante, est-ce que le pacte aborde cette question de la migration légale? Oui, tout à fait. Le pacte, effectivement, alors il évoque effectivement cette question, puisque à la fois, donc, je vous parlais du règlement de réinstallation, qui, s'agissant des demandeurs d'asile, pourrait créer donc des voies légales et sûres pour l'accès au régime d'asile européen commun. Mais par ailleurs, au-delà de ça, la Commission européenne a également proposé des textes en matière pour créer des viviers de compétences donc depuis déjà 2017, il y a des programmes. Il y a des programmes qui sont menés pour essayer de favoriser, coopérer avec les pays tiers pour organiser des voies légales de migration, identifier en amont les personnes qui auront le plus de chances de pouvoir être accueillies en Europe. Et récemment, donc, on a vu que le Parlement européen a adopté un mandat de négociation sur le texte qui concerne la directive sur les résidents de longue durée. Et avec comme objectif de leur permettre d'accéder à un statut de longue durée au bout de 3 ans, alors qu'actuellement c'est au bout de 5 ans. Et un autre texte est en négociation sur le permis unique. Mais il faut quand même avoir en tête que dans ce domaine-là, les États membres sont principalement compétents. La compétence en matière de migration légale, et c'est une compétence complémentaire de l'Union, et que les États membres sont dans une situation où à la fois ils peuvent craindre que d'autres États soient trop laxistes et qu'ensuite, via des mouvements secondaires, ils reçoivent des afflux d'immigration qu'ils n'auraient pas souhaité. Et inversement, les États membres sont également en concurrence les uns avec les autres pour attirer des personnes hautement qualifiées. Donc, ça rend compliqué les progrès en matière d'immigration légale, mais c'est effectivement une voie importante. Merci beaucoup. Peut-être une deuxième question. Le Parlement européen semble avoir plus de facilité à trouver des compromis sur les textes du pacte que le Conseil des ministres. Pourtant, il se compose des mêmes nationalités. Comment l'expliquer? Quel équilibre entre le Parlement européen a-t-il trouvé entre les responsabilités et solidarité? Excusez-moi, là, je ne vous entends plus. Je vais reposer la question. Oui. Le Parlement européen semble avoir plus de facilité à trouver des compromis que le Conseil.
sur ces sujets. Pourtant, ils se comportent des mêmes nationalités. Comment cela s'explique? Et peut-être quel équilibre le Parlement européen peut-il trouver entre responsabilité et solidarité? Je pense qu'on aura les mêmes, on aura des difficultés comparables, hein. C'est vrai que le Parlement européen, enfin le précédent Parlement européen était plus ouvert. Là, le Parlement européen actuel, on a quand même plusieurs textes, hein. Si vous reprenez, si vous remettez la slide sur le tableau des textes adoptés et qui sont en trilogue, on a des textes importants qui ont été adoptés aussi par le Conseil. Ce qui est remarquable au Parlement européen, ce qui a été adopté, ce qui est un règlement sur lequel les États membres n'ont pas encore beaucoup travaillé, c'est le règlement de crise. Donc effectivement, le règlement de crise, c'est un petit peu une espèce de réforme au moment où la Commission européenne retirait la directive protection temporaire avant de l'appliquer et l'activer pour les Ukrainiens. Elle avait proposé ce règlement de crise qui, en fait, qui permettrait d'appliquer une protection immédiate en temps de crise à des États membres qui seraient en difficulté, qui connaîtraient donc une crise. Et la différence entre la directive protection temporaire et ce règlement de crise, c'est que ça serait la Commission qui évaluerait à la fois la situation de crise et qui pourrait prendre des décisions dans ce domaine-là. Donc effectivement, le Parlement européen a toujours été peut-être plus ouvert, peut-être que aussi bon, il y a une moindre différence aussi enfin, les modalités décisionnelles sont un petit peu différentes aussi. Je pense que ça joue en la matière. Merci. Une prochaine question. Quel regard portez-vous sur le mécanisme de solidarité volontaire? Je ne vous entends pas. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Quel regard portez-vous sur le mécanisme de solidarité volontaire? Quelle chance y a-t-il de le voir renouvelé? Écoutez, je pense que, en fait, une des leçons de la crise de 2015 et des décisions de relocalisation a été que c'était assez difficile d'imposer des relocalisations à des États membres. Donc, c'est évidemment sur une base volontaire qu'ont été adoptés des mécanismes volontaires donc de relocalisation. Et ça explique également que dans le cadre du futur règlement de gestion de l'asile et des migrations, on envisage des relocalisations quand même essentiellement sur une base volontaire, mais des mesures alternatives aux relocalisations. Et les mesures alternatives aux relocalisations, ça pourrait être à la fois des mesures en termes d'appui financier ou alors d'envoi d'agents, garde-côtes, garde-frontières, fonctionnaires de l'asile, ou bien du matériel pour assister donc, un État qui serait affecté par un flux migratoire. Donc, c'est vrai que la solidarité est difficile à décréter. Néanmoins, c'est une obligation, ça restera une obligation. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que les États de première entrée et de destination, qui peuvent aussi être demandeurs de solidarité, puissent trouver qu'on trouve un équilibre entre la solidarité sous forme de relocalisation et d'autres formes possibles de solidarité. Merci. Une prochaine question peut-être. Quel impact des stratégies nationales comme celle du Danemark qui rendent la demande d'asile quasi impossible sur l'adoption du pacte?
Écoutez, alors là, la négociation n'est pas terminée, donc il faut avoir en tête que certains États, l'Italie, le Danemark, l'Autriche, peuvent avoir des attitudes, faire monter un petit peu la pression en ayant une attitude de négociation qui apparaît très exigeante. Donc, de manière à obtenir en contrepartie des compensations sur d'autres textes. Donc, je pense que les choses ne sont pas complètement figées et que tout le monde est d'accord pour dire qu'on a besoin, in fine, d'aboutir à une révision du régime d'asile et du régime migratoire européen, qu'aucun État membre seul n'est capable, n'est en mesure de faire face à un afflux massif, que, bon, voilà, et que, bon, on ne peut pas en rester là où on en est, donc certaines attitudes qui peuvent paraître très fortes ou bloquantes actuellement sont peut-être en fait des moyens d'obtenir des transactions sur les textes en négociation. Merci. Une prochaine question. Quelle influence sur la politique extérieure de la volonté de coopération avec des pays tiers, par exemple l'Algérie? Alors, de manière générale, hein, la coopération avec des pays tiers, il faut avoir en tête que c'est toujours compliqué. C'est vrai que quand on a des difficultés au niveau européen à s'entendre entre Européens, du coup, les Européens sont d'accord pour se dire que ça serait peut-être plus judicieux de développer cette dimension extérieure de la migration. Ça, c'est peut-être le signe aussi qu'ils ont des difficultés à s'entendre entre eux. Après, bien sûr qu'on ne peut pas coopérer avec les pays tiers s'ils ne sont pas coopératifs. Enfin, ça va être ça ne va pas être forcément facile de coopérer avec les pays tiers. Ils sont dans une certaine mesure dans une position de force pour obtenir des soutiens en matière de développement, des soutiens en matière de mise en place ou renforcement de leur système d'asile. Voilà, et puis, il faut avoir en tête également que l'aide au développement ne représente en fait en moyenne qu'un tiers des transferts de migrants. Et donc, structurellement, un certain nombre de pays préfèrent la migration régulière ou irrégulière plutôt que l'aide au développement. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Merci. Et peut-être une dernière question. Comment inclure la Je ne vous notion entends pas. Je disais merci. Peut-être pour la dernière question, comment inclure la notion d'immigration choisie dans le dispositif en discussion? Par exemple, en 2008, les États membres avaient approuvé un texte sur l'immigration choisie. La notion de migration choisie, elle est toujours présente, et notamment pour ce qui concerne la migration légale, avec tous les efforts qui sont faits pour attirer des compétences et des talents, hein, pour attirer une migration hautement qualifiée, et également à l'autre bout du spectre pour faire venir des personnes enfin, des travailleurs essentiels, que ce soit dans les services à la personne, dans le bâtiment, les travaux publics, dans l'agriculture. On sait qu'on a besoin de cette migration-là également. Donc, ces éléments ont leur place aussi, hein, dans le pacte asile-migration. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, en partie. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour votre participation. Et merci aussi aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Le prochain Euroquestion aura lieu le mercredi 10 mai à 14h30 et nous aurons le plaisir de recevoir Pierre Jaillet, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Il nous parlera de la problématique de l'inflation et des solutions pouvant être apportées par la Banque centrale européenne, augmentation des taux d'intérêt ou non. Merci encore, Madame Balex, pour votre présentation et merci à tous. Bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir.